Sans prélude à la célébration du Grand Magal de Touba, prévu le 15 septembre prochain, le Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a fait une déclaration aujourd'hui pour demander aux fidèles de bien préparer cet événement d'une importance capitale. Selon lui, le mois de Safar est devenu un mois de sacrifice, de partage et de fierté. Nous devons lui rendre hommage et le remercier pour tout ce qu'il a entrepris envers Dieu, son prophète et ses élus. Nous lui devons reconnaissance. C'est ce qu'a dit le Khalif général des Mourides, et pour lui, ce jour est un moment privilégié et propice à l'apprentissage du Coran et de ses poèmes. Le Khalif général des Mourides a fait la déclaration ce matin. Et puis, qui pour succéder à Moustapha Niasse à l'Assemblée nationale, un homme d'État expérimenté avec une bonne capacité d'écoute, serait le profil idéal selon le porte-parole de l'Alliance des forces pour le progrès, invité de la matinale d'ITV Tok Tok Sénégal. Dr Malick Diop est également revenu sur les déclarations de candidature tout azimut pour la présidentielle de 2024. La synthèse de Migui Maram Ndiaye. Les 165 députés nouvellement élus seront installés ce 12 septembre. Une installation qui sera surveillée comme du lait sur le feu. Pouvoir et opposition veulent contrôler la présidence de l'Assemblée nationale. Mais pour le porte-parole de l'AFP, la deuxième personnalité de l'État doit répondre à un certain nombre de critères. Il faut avoir cette capacité d'écoute, il faut avoir ce professionnalisme, avoir l'expérience accumulée de l'État. Savoir bien connaître le rôle de l'Assemblée nationale par rapport à l'État d'une manière générale, mais également avoir cette capacité de fédérer, parce qu'à l'intérieur, on a l'opposition, on a la majorité, mais également on a les non-alignés. Moustapha Niasse a porté en bandoulière ses critères durant les 10 années passées à la tête de l'institution parlementaire, selon le porte-parole de son parti, avec un bilan satisfaisant. Le bilan matériel, c'est d'abord la traduction simultanée, très important, permis de libérer les députés qui parlaient pas mal de langues mais qui n'avaient pas cette possibilité d'être compris. Le deuxième élément, c'est le fait aujourd'hui que la bibliothèque de l'Assemblée nationale soit totalement informatisée. Le troisième élément, les assistants parlementaires, il y en a beaucoup maintenant. Et je retiens professionnalisme, sérénité, mais également capacité d'écoute. Je pense que c'est des aspects très très importants dans le cadre de ce que le président Moustapha Niasse a eu à faire. Fin de mission pour Moustapha Niasse à l'Assemblée nationale et son parti maintient le flou sur la présidentielle de 2024. Mon secrétaire général, le président Moustapha Niasse, en 1999, au mois de juin, 16 juin, a déclaré sa candidature. 7 mois plus tard, il était troisième au niveau des élections présidentielles. Le président Wade, c'est en janvier 2000, suite au passage en 1999 de Ahmad Dansokho et Ablaye Bathily à Paris. Et il était resté 2 ans. Personne ne pensait qu'il allait être candidat. Et il est devenu candidat en janvier, en février, il est devenu chef de l'État. Ce que je pense, c'est qui est constant et qui est très important à savoir, c'est que tout ce qui est d'ordre stratégique doit se discuter à l'interne. Ce n'est pas ici qu'on va en parler. En attendant la tenue du congrès pour déterminer la position dans l'Alliance des forces de progrès, des déclarations de candidature continuent. Pour le moment, seuls des opposants se sont signalés. Et pendant ce temps, la situation reste tendue chez l'opérateur de téléphonie mobile Expresso, malgré la médiation du ministre de l'économie numérique et des télécommunications. C'est toujours le statu quo. Selon le syndicat des travailleurs, la direction refuse de signer le mémorandum d'entente. Et pire, ce matin, on leur a interdit l'accès aux locaux. Le siège d'Expresso est resté fermé. Voici la réaction de Ahmed Dian, c'est le secrétaire général du syndicat. Après le communiqué du ministre de l'économie numérique et des télécommunications, tout le Sénégal qui nous a supportés, qui était derrière nous, qui était sensible à notre problème, avait cru que le problème était réglé. Mais apparemment, rien n'est réglé à ce jour. Après la sortie du communiqué du ministre, depuis le 23 août passé, le ministre avait instruit une commission pour aller dans le sens de regrouper toutes les parties et autour d'une table
et voir quelles sont les voies et moyens pour discuter et négocier sur de nouvelles bases. Qui était, en premier lieu, que la direction accepte de suspendre toutes les procédures de licenciement des agents, que la direction accepte le déblocage de tous les outils de travail des agents concernés par les mesures de sanctions et que les travailleurs acceptaient de mettre en gel leurs mots d'ordre et les actions syndicales et regagner les bureaux. Pendant 3 jours de réunion, il y avait un point de blocage. La direction générale d'Expresso ne voulait pas débloquer les comptes des ordinateurs des employés concernés. Pendant 3 jours, chaque fois que la commission demandait pourquoi vous n'avez pas débloqué les comptes, ils disaient nous allons au Soudan, nous allons à Dubaï, nous attendons des validations, des autorisations en interne pour pouvoir le faire. Et au dernier jour, où la commission a appelé toutes les parties pour venir signer le protocole d'accord, la direction ne s'est même pas déplacée pour venir signer le protocole d'accord. Ce qui est un manque de respect total à l'autorité, ce qui est un manque de respect total à notre État, ce qui est un manque de respect total et une défiance aux Sénégalais que nous sommes. Et aujourd'hui, ce que vous voyez derrière nous, la direction générale a pris la décision de fermer les bureaux. Personne n'a accès au siège aujourd'hui. C'est un axe de sabotage pour nous. Une note pas du tout joyeuse dans ce journal. La presse sénégalaise en deuil. Le journaliste Lamine Touré s'est éteint hier. Lamine Touré était formateur au CESTI. Il était également une des voix de la radio-télévision sénégalaise. Puis, dommage. Suite à sa disparition, notre confrère Ibrahima Bakhoum pleure la perte d'un homme intègre et professionnel, une icône de la presse sénégalaise. Les témoignages d'Ibrahima Bakhoum ont été recueillis par Mohamed Kandi. Rigoureux, ça a vraiment changé quelque chose. J'ai pratiqué sur des terrains. C'est vrai que je ne suis pas homme de radio du tout, mais on s'est rencontrés souvent sur le terrain. On a eu à échanger. Récemment encore, on était en Dangana ensemble, concernant justement ces trucs sur la charte des journalistes, etc. On a beaucoup échangé. Et c'est extraordinaire. On était à la même table on était 4 à la table. Lamine Touré lui-même, Eugénie Rokhaya, voyez-vous, donc personne également, des 2 personnes plus une 4e. Donc on était là et on a discuté et de profession et un peu, en glissant un peu de religion, c'est vous dire, l'attachement à tout cela. Question de moralité également, il n'y a rien à dire parce qu'il y a des choses qu'il m'a racontées lui-même qui montrent que vraiment de la grandeur qu'il y avait à ce point du respect de certaines valeurs. De ce point de vue-là, il n'y a rien à dire. Autre chose, c'est que quand il avait besoin de vous dire une chose, bon, écoute, il vous la disait, je ne suis pas d'accord, vous l'entendez clairement vous le dire. Donc vraiment, c'est Lamine-là que j'ai connu, ça fait quand même bien des décennies. C'est à la fois l'émotion qui prend les gens, etc. Mais quand tout ce sera refroidi, on comprendra effectivement, la presse a perdu quelqu'un de sérieux, de très professionnel, d'honnête et tout. Vraiment, ça, il y a des ajouter quoi. Reposer en paix, doyen Lamine Touré. La rentrée scolaire s'annonce très difficile pour les parents d'élèves. En plus de l'augmentation des prix des denrées de première nécessité, les prix des fournitures scolaires ont également connu une hausse. Certains parents d'élèves vont même jusqu'à demander la diminution du nombre de manuels scolaires pour faire le constat. Mam Seynabou Babou et Mafalfal se sont rendus au marché. Reportage. La flambée des prix ne se limite pas aux denrées de première nécessité. Les fournitures scolaires aussi prennent un sacré coup. Cette année-ci, l'ouverture va être très difficile pour les parents ainsi que les vendeurs. On demande beaucoup de livres aux enfants alors que les prix ont vraiment augmenté. On doit diminuer le nombre de livres qu'on demande aux enfants. Il y a des parents qui doivent acheter 12 livres pour une seule personne. Ce sera très compliqué pour eux. Une hausse généralisée selon ce vendeur. Les livres que nous achetions en gros à 3 000 sont maintenant à 4 000 francs CFA. De toute façon, toutes les choses que nous utilisons au quotidien sont devenues chères.
Cette hausse du prix des fournitures scolaires dépasserait les distributeurs locaux. Les livres vendus dans les marchés appelés parterres constituaient l'alternative à la cherté de ces outils pédagogiques, mais aujourd'hui, celle-ci semble en voie de disparition. Et à Ndiaganiao, la mairie a organisé une journée de reboisement avec l'appui du service des eaux et forêts. Plusieurs arbres ont été plantés à la gare routière et le long des artères principales de la ville. L'occasion a également été saisie pour ramasser toutes les ordures dans les rues. La mise en place d'un service de nettoiement et de ramassage des ordures a également été annoncée par les autorités. La correspondance de Muntaga Kane. Avec ce programme, le maire de Ndiaganiao a fait d'une pierre deux coups. En plus de la plantation de centaines de plantes, il a été procédé au nettoiement de la commune. Aujourd'hui, suite à ce nettoyage, il est prévu un programme de gestion qui consiste à mettre en place des polybènes, mais également de faire un ramassage régulier des ordures pour que la commune demeure propre. Donc le sens aujourd'hui, c'est de contribuer à la mise en œuvre de la vision du président Macky Sall, mais avec l'accompagnement des services techniques compétents, dont la direction des eaux et forêts, mais également l'UCG, qui nous donne également des équipements. Les eaux et forêts également ont mis à notre disposition les plantes et les équipes, mais également l'UCG a recruté des jeunes qui vont charger du nettoyage, a amené les équipements de nettoyage, entre autres en tout cas, pour maintenir la commune de Ndiaganiao propre et verte. Elle a mis les populations devant leurs responsabilités pour la préservation de ces plantes qui sont bien protégées. Là, où c'est bien fréquenté par les chauffeurs de charrettes, mais également de voitures. On leur a dit, c'est votre environnement, vous êtes à côté des plantes. On a planté, on a mis les camions pour protéger, mais maintenant à vous en tout cas, de préserver ces plantes, de les arroser, de veiller en tout cas à ce qu'elles grandissent convenablement. Si vous voyez une anomalie, intervenez, arrosez, en tout cas vous êtes responsable. Et de ce fait, vraiment, on va mettre dans des endroits sécurisés, mais on va mettre également de la protection pour que ces plantes puissent grandir. Le maire de Ndiaganiao a annoncé sa volonté de mettre sur pied une pépinière communale qui pourra produire le maximum de plantes qui serviront à rendre verdoyante la commune. Et pour le directeur des eaux et forêts, ce programme entre dans le cadre du plan Sénégal émergent vert. Pour lui, le défi pour les populations est d'assurer l'entretien de ces 352 arbres plantés. La réaction de Baïdiba au micro de Muntaga Kane. Le PSE concerne tous les domaines d'activité. En ce qui concerne l'environnement, le président de la République a mis sur pied le PSE vert avec un programme de reboisement et de reforestation. C'est ce qui nous a menés ici à Ndiaganiao, une occasion pour nous d'appuyer Madame le maire. Nous, les agents des eaux et forêts, nous sommes venus avec l'agence sénégalaise de reforestation de la Grande Muraille Verte. Nous avons amené avec nous 352 dont les Khaya et on les a tous plantés ici. Nous exhortons les populations à bien entretenir ces arbres. Ceux-ci sont le fruit de beaucoup d'efforts. On a recruté des manœuvres qu'on paye, des manœuvres qui reçoivent des salaires. On a acheté des sachets, des semences, plus une longue durée de travail. Il faut que les populations s'approprient ces arbres, notamment ceux qui sont plantés dans la rue. Au Madagascar, la police ouvre le feu sur des manifestants et tue 14 personnes. 28 ont été blessés dans la fusillade. Ils étaient dans la rue pour réclamer la tête de 4 suspects arrêtés par la gendarmerie impliqués dans le kidnapping d'un enfant albinos. Les gendarmes ont ouvert le feu pour les empêcher de pénétrer de force dans la caserne. En Angola, le mouvement populaire pour la libération de l'Angola remporte les élections générales selon les résultats provisoires publiés par la Commission nationale électorale. Le président sortant, João Lourenço, arrive en tête avec un peu plus de 51% des suffrages exprimés.
Terminons avec l'Irak. 2 partisans de Moqtada al-Sadr ont été tués dans la zone verte de Bagdad et 22 autres personnes ont été blessées depuis que le leader chiite a annoncé son retrait définitif de la politique irakienne. La zone est dans un chaos total. Un couvre-feu national à partir de 16h a été décrété. La mission de l'ONU en Irak appelle à la retenue dans ce pays où l'impasse politique née des législatives d'octobre 2021 semble prendre un autre tournant. Les Lions ont brillé ce week-end en Europe. Edouard Mendy a sauvé Chelsea à plusieurs reprises face à Leicester. Pape Matar Sarr figure pour la première fois sur la feuille de match de Tottenham. Boulaye Dia, lui, porte Salernitana avec un but et 2 passes décisives. Le Tour d'Europe des Lions est signé Cheikh Diop. Ce Tour d'Europe des Lions nous mène d'abord en Angleterre, où Chelsea de Edouard Mendy réduit à 10 a réussi à battre Leicester 2-1, une victoire acquise grâce aux arrêts décisifs du portier sénégalais. Pape Matar Sarr est apparu pour la première fois sur la feuille de marche de Tottenham qui faisait face à Nottingham Forest de Cheikh Kouyaté entré en cours de jeu. En Championship, une première réussie pour Mohamed Nabi Sarr. Le défenseur sénégalais a inscrit le seul but de Reading face à Millwall et Mamadou Loum Ndiaye a disputé l'intégralité de la rencontre. QPR, avec Seny Dieng dans les buts, est allé battre Watford. Ismaïla Sarr également titulaire, 3-2. En Ligue 1 française, Lyon et Reims ont fait match nul, 1 but partout, mais John Lopi a été expulsé pour un tacle jugé dangereux. En Ligue 2, Dijon de Omar Daf est allé battre Metz malgré la deuxième réalisation de la saison de Mamadou Lamine Gueye. Moussa Koné, lui, a marqué le seul but permettant à Nîmes de l'emporter face à Laval. Henri Saivet a marqué également son premier but avec Pau FC malgré une défaite 2-1 devant Quevilly. En Italie, Salernitana a étrié la Sampdoria de Gênes 4-0 grâce à une masterclass de Boulaye Dia avec un but et 2 passes décisives sous ses nouvelles couleurs. En Allemagne, le Bayern concède le nul 1 but partout face à Borussia Mönchengladbach. Sadio Mané était titulaire mais sorti en deuxième période. En Turquie, pour finir, Mbaye Diagne marque avec Fatih Karagümrük avec une large victoire 4-1 face à Ankara Gucci. Les chercheurs s'accordent sur les menaces qui pèsent sur les zones côtières, des craintes qui se précisent au regard des importants dégâts provoqués par l'avancée de la mer. À Yen, des voix se lèvent pour alerter et demander la construction de digues pour protéger leurs localités fortement menacées de disparition à cause de l'avancée de la Grande Bleue. Érosion côtière, Yen sur la liste rouge, c'est l'enquête du lundi, signature Younoussa Gueye. Ce balai de pirogues revenant de pêche se poursuit depuis ce matin sur cette partie sud de la presqu'île du Cap-Vert. Nous sommes à Yen, un village traditionnel de pêcheurs. Derrière ces belles vues et la tranquillité de ces rues exiguës se cache un danger écologique. Entre inquiétudes et interrogations, la jeune génération semble perdre espoir. L'espoir de sauver ce qui reste de leur terre. Comme vous le voyez, chaque année, les dunes sont agressées et la mer s'empare de nos habitations. Les effondrements surviennent généralement en période d'hivernage. Plus récemment d'ailleurs, beaucoup de maisons ont cédé face à l'intensité des vagues. Devant la furie des vagues, les maisons tombent. Ce baobab ne tient qu'à une seule racine. Sa chute est imminente et inévitable. Les plus anciens sont nostalgiques de la belle époque. Avant, quand je rentrais de l'école coranique, personne ne me voyait dans le village. Je passais discrètement derrière les maisons. L'espace entre ma maison et la mer était large. D'ailleurs, 2 véhicules pouvaient y passer, circuler tranquillement. Avant, la plage était de l'autre côté. On utilisait cet espace pour réfectionner nos filets de pêche et y organiser des séances de lutte.
Depuis quelques années, des initiatives citoyennes pour renforcer la résilience de cette zone face au changement climatique se multiplient à travers des actions de reboisement, des efforts insuffisants, voire insignifiants face à la gravité de la situation. Le domicile de l'imam Ratib de Yen n'est pas loin de s'effondrer. Les occupants sont pour des raisons de sécurité obligés de quitter les lieux. Durant les années, ma famille et moi avons supporté les fortes vagues de la mer sans solution. Aujourd'hui, la coupe est pleine. Nous avons pris la décision de quitter notre maison, actuellement sous la menace d'effondrement. Les lits sont déjà démontés, reste juste à les acheminer vers une maison que nous allons occuper provisoirement. Ici à Yen, une grande partie des maisons face à la mer sont vendues à de vil prix, à des étrangers et à d'autres Sénégalais de la haute bourgeoisie. Certaines maisons inhabitées et en ruine sont pour des pêcheurs une entrave au bon déroulement de leurs activités. Il y a 2 maisons inhabitées derrière nous qui bloquent le passage aux pirogues et rendent difficile le travail des pêcheurs. Nous demandons aux propriétaires de nous aider en les démolissant. Les rencontres et sollicitations auprès d'une des propriétaires de ces maisons sont jusqu'ici sans suite favorable. L'une des maisons appartient à Aminata Niane, ancienne directrice générale de l'APIX. Nous l'avons interpellée plus d'une fois et sollicité d'elle l'autorisation de démolir cette maison en ruine. Des demandes qui sont jusqu'ici sans succès. De Yen à Toubab Dialaw, en passant par Sendou, les populations réclament la construction de digues de protection pour stopper l'avance de la mer, sans quoi les îles seront complètement rayées de la carte. Younoussa Gueye, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. La rédaction vous donne rendez-vous à 0h pour le bulletin d'information. L'info continue sur iRadio, ITV et sur emedia.sn. Bonne suite des programmes.